Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, bonjour Mario, comment vas-tu? On a une merveilleuse vue de la ville de Ottawa à partir de ma chambre d'hôtel ici. Là. Oui, écoute, on profite du fait qu'on est à la conférence DevTeach, qui cet automne a lieu à Ottawa. Notre invité est quelqu'un qui demeure dans la région d'Ottawa. Joël Hébert. Bonjour Joël. Salut. Bonjour à tous. Donc, on profite du fait que Joël est ici aussi à la conférence DevTeach pour enregistrer un podcast avec lui. Et comme c'est le cas, ça nous prenait un petit endroit tranquille où est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit de fond et quoi de mieux qu'une chambre d'hôtel. Ouais. Tu sais, à part les femmes de ménage qui prenaient nous déranger, puis nous, les femmes de ménage, en tout cas, on leur dit qu'on veut pas qu'ils viennent faire le ménage. On sait qu'il y a d'autres gens qui font d'autres choses, mais ça, on laisse ça aux autres. Chacun ses fantasmes. Guy me regarde à tête de quoi tu parles. Ouais, exactement. DSK? Guy, qu'est-ce qui se passe de bon, toi, de ce temps-ci? Hey, super busy. Plein de présentations. Mon mois de novembre là est booké comme ça se peut pas. 3 présentations à DevTeach. Je vais avoir une présentation Azure pour un client. Peut-être une présentation Azure au Forum des architectes et grosse nouvelle, je vais faire partie du keynote de Tech Days à Montréal. Qui aura lieu à la fin du mois. Oui. 29-30 novembre. Oui. Alors, beaucoup de choses à préparer. Puis il y a donc beaucoup d'intérêt aussi autour d'Azure parce que c'est beaucoup des demandes autour d'Azure qu'on te fait. Ben, en fait, oui. En fait, c'est encore à l'étape de, bon, on veut savoir qu'est-ce que c'est, comment on pourrait l'utiliser, puis c'est quoi les avantages, désavantages, là. Il y a un an, quand tu parlais du cloud puis d'Azure ou du cloud en général, c'était pas intéressé, là, je veux rien savoir. Là, les entreprises sont comme, parle-moi donc un petit peu des avantages, où on pourrait utiliser ça, puis tout ça. Donc, c'est une offre qui est très longue je dirais à vendre là ou à comprendre là au niveau de l'industrie là, puis tranquillement pas vite là, ça fait des petits. Mais comme toute nouvelle technologie ou nouvelle approche de développement, ben ça prend son temps pour qu'il y ait une courbe, en tout cas que l'adoption soit là. Oui, puis c'est pas un silver bullet là qui règle tous les problèmes de la planète là. Donc faut avoir certains scénarios, certains cas d'utilisation qui fit là-dedans. Une chose que moi je vois, c'est que l'agilité. On arrive là, nous à l'adoption de masse, puis on peut s'en rendre compte. Une des choses que je faisais ici, moi, à DevTeach, c'est donner une pré-conférence sur justement comment adopter l'agilité avec l'outillage Microsoft. Puis on le voit là, il y a beaucoup d'organisations décident pas juste d'adopter TFS, mais en même temps qu'adoptent TFS, de dire on va revoir nos façons de faire, on est prêt à essayer Scrum. Et faire plus que d'essayer, le mettre en place, puis c'est ce que je me rends compte, à tel point que moi j'ai une petite annonce à faire. Je vais offrir ma formation justement sur comment mettre en place l'agilité avec TFS dans la région de Québec. À Québec? Oui, au mois de décembre. Donc j'ai cédulé ça pour le 14 décembre. Puis s'il y a des auditeurs, je vais mettre un lien sur la page, mais s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, c'est une bonne formation, je vous le dis là. Surtout que je donne ma twist à moi, c'est-à-dire que oui, je présente Scrum, mais j'explique aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre en place pour aller plus loin que Scrum. Surtout quand tu implémentes ça dans les grosses organisations, tu as beaucoup de contraintes qui font que tu peux pas arriver puis de façon radicale dire on change tout d'un bout en bout. Donc je présente aussi Kanban, puis comment on peut mélanger ton Scrum avec ton Kanban pour créer un framework quasiment à la Scrumban, si on peut appeler ça comme ça. Scrumban. Puis plus aussi, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est spécification exécutable. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de bon de ça. Donc ça donne un bon Alors une formation on n'a pas manqué à Québec le 14 décembre. Oui. Puis vas-tu la donner ailleurs aussi? Ouais, ben là, écoute, oui, probablement d'autres Tu tests. vas être inondé de courriels, de demandes pour cette formation-là, je suis certain.
Même il y a beaucoup de user group qui me contactent en disant hey, on voudrait que tu viennes parce que je fais aussi beaucoup de sessions sur comment traiter les exigences non fonctionnelles en agilité, ce qui est pas si évident que ça à faire. Alors, On s'amuse, hein? oui. Joël, ça va bien, hein? Ah oui, très bien. Je vais finir ma session DevTeach. C'est-à-dire, j'ai fait une session sur le design by contract. Et, Qui est le sujet de notre podcast aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, on va discuter de design by contract. On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'importance. Parce que je trouve que sur l'Internet, il y a beaucoup de banalités. Les exemples qui sont là sont très banals. Moi, j'aimerais parler un petit peu de l'abstraction, un petit peu de l'architecture, démontrer c'est quoi le vrai pouvoir et démontrer comment est-ce qu'on peut utiliser le design by contract aujourd'hui d'une façon efficace et non pas à partir des exemples banals qu'on voit sur l'Internet. C'est ce qu'on va faire, mais tu sais que la formule de l'émission, c'est toujours de commencer à mettre un peu l'emphase sur qui tu es. Donc, on va voir que nos auditeurs aient un petit peu une meilleure idée. Qui est ce monsieur Joël Hébert qui demeure dans la belle ville d'Ottawa, qui parle français, mais qui est plus à l'aise pour présenter en anglais? Hein, ça arrive, oui, ça? c'est vrai. En guise d'introduction, c'est ça. Mon nom, c'est Joël Hébert. Je suis MVP ASP.NET depuis 4 ans maintenant. Je travaille dans le .NET depuis 10 ans. Je travaille comme architecte et développeur. Je mélange pas les deux. C'est-à-dire, j'ai gagné un mandat comme architecte et j'ai gagné un mandat comme développeur. Et j'entreprends ces deux fonctions en même temps. Quand j'arrive au travail, je fais mon travail d'architecte, après ça, je pèse un Python, puis là, je décide de sauter sur mon travail comme développeur. C'est très le fun parce que tu peux gérer 2 différentes façades, mais c'est très fatigant. Là. On parle de 70 plus heures par semaine. Puis, wow. Après un bout de temps, tu deviens très fatigué. Mais ici, à Ottawa, j'ai quand même le temps de m'occuper du user group. Ça, je fais ça là avec Jean-René Roy, Peter Henry, ici à Ottawa. Mais je pense qu'on aimerait ça t'avoir... comme speaker sur la section d'Agile. À tous les ans, j'essaie de venir faire un tour à Ottawa pour présenter au User Group. Puis Guy, on fait ça. Nous autres, on se promène, en tout cas autour de Montréal. On essaie en tout cas de s'impliquer dans les autres communautés. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi tu as reçu la reconnaissance MVP, c'est que tu diriges un User Group, mais tu es aussi impliqué, tu fais beaucoup de présentations, tu vas dans les conférences. Puis donc ça fait partie un peu de tes gènes de vouloir partager tes connaissances. Avec les années, tu as acquis un certain savoir-faire, puis c'est pas de le garder pour toi, mais c'est de le partager. Là, oui, c'est ça. J'aime pas ça dire qu'est-ce que j'appelle des cookie cutters, des présentations où ce que les gens vont sur l'Internet, ils regardent une nouvelle technologie, prennent cela et ils donnent ça au public. Parce qu'à cette heure, avec Channel 9, des choses comme le Visual Studio Talk Show et tout ce qu'on a sur l'Internet en format de blog puis tout ça, moi, c'est très facile de rester à la maison, m'asseoir et puis d'apprendre d'une façon très efficace parce que je peux regarder Channel 9, regarder une vidéo. Si ça me plaît pas, je change à une autre vidéo et à la fin de la 2e ou la 3e heure, j'ai appris tout ce que j'ai besoin d'apprendre. Quand je vois une présentation, c'est rigurgité, j'aime pas ça. J'aime ça prendre quelque chose qui est pas exactement concret sur l'Internet, développer ma propre méthodologie, puis faire une belle présentation sur des choses que j'ai appris au travail, puis intégrer ça. C'est une caractéristique que tu as. Hein, t'aimes donner comme un nouveau point de vue sur des choses que les gens pensent peut-être qui comprennent tout. Mais là, toi, t'arrives et dis, attendez, je vais vous montrer. Puis donc, peut-être pas semer le doute, mais montrer qu'il y a différentes façons de faire les choses où il y a des bonnes approches. Je sais qu'ici, à DevTeach, tu faisais une session justement sur un framework de sécurité que tu as mis en place autour de ASP.NET. Tu présentais dans ma track d'architecture sur justement les code contracts ou le design by contract. Parce que je considère moi que c'est un sujet important. À tel point que je disais, il faut qu'on l'invite au podcast. Ouais. On va essayer de partager ça avec tous nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est cet animal-là? Puis ça fait quoi, une dizaine d'années là, que tu as fini l'école? Puis oui, c'est ça. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec le .NET. Ça, j'avais commencé avec le classique ASP. Ça, j'avais bougé à toutes les versions de .NET, mais un de mes caractéristiques, c'est que j'aime ça développer en bêta. So, avant quand le 2005 avait sorti, j'avais déjà commencé des projets en bêta au travail. Le patron était assez gentil qu'à ce temps-là, il avait confiance en moi. So, j'ai commencé bêta 1, bêta 2, le release. Les mêmes choses quand Visual Studio 2010 sort, j'ai déjà fait 2-3 présentations orales sur le bêta. Parce que j'aime ça que, quand les gens viennent au lunch, ils peuvent apprendre, leur présenter des technologies qui sont pas encore sur l'Internet. Puis moi, une des choses que j'apprécie beaucoup de toi, parce que j'ai eu la chance à quelques occasions, soit que ce soit au MVP Summit ou à des conférences, de pouvoir, comment on dirait ça,
faire le party, hein, c'est un peu ça. C'est que Ouais, t'es un bon vivant. Fais fort. T'es un bon vivant, puis ça, c'est quelque chose, donc t'aimes le monde. C'est quelque chose qui est dans toi aussi. Ça l'aide, hein, pour être impliqué dans une communauté, d'aimer oui. les gens, parce que, bon, t'as toutes sortes de monde, hein, sur la planète, t'as des gens qui sont plus renfermés, puis on peut dire que t'es quelqu'un qui est plus extraverti. Écoute, ça fait le tour un peu de ta bio. On va faire une petite courte pause, nous, et on revient après ça pour parler, justement, de Design by Contract. Joël, là, mettons que je suis dans un ascenseur, puis je veux que tu m'expliques en 30 secondes, qu'est-ce que c'est ça, le Design by Contract? Essentiellement, si tu veux, juste une courte définition de Design by Contract, c'est essentiellement lorsqu'on prend une classe de base et on dérive de cette classe, la classe qu'on a dérivée, la classe qu'on a créée, elle doit adhérer à toutes les règles de la classe de base. C'est tout. Ça, c'est si tu veux juste une explication de 5 secondes, voilà. Puis on peut voir que ça, c'est lié presque intimement avec un autre concept qui est la règle de substitution de Barbara-Liskov. Ça, c'est bien connu dans la communauté Agile. Quand on parle de solid, S-O-L-I-D, c'est le L, le Liskov Substitution Principle. Le L, elle dicte que si j'ai une classe, je prends une fonction, puis là, je passe une classe, ça c'est la classe de base, je devrais être capable de prendre la classe que j'ai dérivée et faire une substitution avec la classe de base sans avoir aucun effet néfaste au fonctionnement de mon programme. So, essentiellement, les deux choses sont séparées à la naissance. De même que plusieurs places sur l'Internet, quand on regarde le Liskov Substitution Principle ou le Design by Contract, sont amalgamés ensemble. Les gens, ils mettent ça pas mal dans la même section. Si je te suis bien quelque part, ce que tu nous dis, c'est définir un contrat, c'est hyper important et on peut le modéliser d'une certaine façon qu'on va pouvoir comme le mettre en force à l'exécution. C'est-à-dire qu'à tous les fois qu'on va créer soit un nouveau type à partir de notre contrat, ben on veut s'assurer que le contrat initial est toujours respecté. Puis c'est un peu ce que tu fais avec tes méthodes de conception. Oui, c'est ça. Soit disons qu'on crée une classe de base, on va mettre des règles, on va mettre des préconditions, des post-conditions, et on va mettre une autre sorte de méthode qui s'appelle une invariance, une maintenance. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on dérive de cela, on doit adhérer à ces règles-là. Le problème, quand on fait comme un inheritance, c'est que je peux toujours utiliser le mot shadows. Mais là, on peut perdre les règles d'affaires. Je peux utiliser un override, on perd les règles d'affaires. Ou je peux tout simplement pas adhérer aux règles qui sont intégrées dans ma classe de base. Si je décide que j'appelle pas myBasePoint ou les règles, ou si j'appelle pas une méthode qui appelle les règles, j'ai décidé de devenir une classe délinquante. Ça, c'est parfaitement... Parce que les règles d'orienter objet, c'est ça, enforce pas des certains patterns. On peut faire finalement ce qu'on veut, on peut overrider. Puis ce que je comprends bien, Design by Contract, c'est on veut mettre en force certaines règles. C'est Puis ça. la façon de faire ça, c'est que tu vas avoir comme 3 endroits dans une méthode où tu vas pouvoir venir comme injecter tes règles, soit en précondition, c'est-à-dire au début de la méthode, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Un invariant, c'est un peu n'importe où dans la méthode, ou une post-condition, c'est à la sortie de la méthode. Puis en définissant ces règles-là, tu vas t'assurer que même si tu overwrite une méthode, qui sont toujours exécutées. Puis moi, l'intérêt d'en parler aussi, c'est que on a de l'outillage maintenant pour ça. C'est-à-dire que Microsoft, à partir de Net 4.0, nous fournissent un type d'outil qui nous permet de définir ces règles-là et de les précompiler avec notre .NET. OK, je vais juste reprendre. So, disons qu'on a une méthode. On va la marquer avec une précondition. Donc, on va regarder la signature de notre méthode, puis on va mettre des préconditions. So, on va dire on aimerait que ce soit enforcé que l'âge soit de type int ou l'âge soit plus grand que 25. Nous avons aussi des post-conditions. Donc, lorsqu'on sort, notre valeur de retour, ça doit être de format string d'une certaine valeur. Mais le invariant, la maintenance, est effectuée lorsque le constructeur est appelé. Donc, on fait une vérification. On a une certaine méthode qu'on a marquée avec un attribut. Lorsqu'on crée la classe, on va aller vérifier quelque chose. Puis, chaque fois qu'on rentre dans une méthode, à la fin de la méthode, on va appeler cette deuxième méthode-ci qui fait la maintenance. Donc, disons qu'on travaille dans le système financier. On va prendre un exemple banal. On va prendre un paiement. Si on a une méthode qui accepte un paiement. Donc, j'ai un objet de type, mettons,
C'est ça. paiement, puis il y a une méthode qui serait, je sais pas, moi, Ouais, paye- tout de suite, payer. on est dans une clause, puis là, après ça, on appelle une méthode appelée paiement. Là, on va lui passer 10 000 $. Là, on fait une vérification, voir si c'est un paiement qui est positif. So, là, on met une précondition. Ensuite, la post-condition, celle qui assure notre valeur de retour, on peut vérifier si l'élément est négatif. So, là, si c'est négatif, là, on peut soulever une erreur, quoi que ce soit. Mais quand on sort de la méthode, là, on va vérifier cette autre méthode qui est une invariance, qui fait la maintenance. Là, on peut vérifier des choses, comme dans le système financier, il y a des concepts, il y a des de commitment. Puis en anglais, on dit que c'est un soft commitment ou hard commitment. Voulant dire que les fonds, est-ce qu'ils sont gelés ou est-ce qu'ils sont pas comme nécessairement gelés? Donc, on peut aller piger là-dedans. So, on peut rentrer et donner 10 000 $ au paiement, faire en sorte que quand que ça sort, on fait sûr que c'est un montant qui est positif, mais aussi à la fin de cette méthode-là, on peut aller vérifier d'où vient cet argent-là, c'est où le cash flow. Est-ce qu'on va le chercher dans un commitment on appelle ça un hard commitment ou un soft commitment? Ces choses-là sont possibles avec design by contract. Donc, ton invariant, là, on prendrait un exemple banal, qui est probablement pas un exemple qu'on ferait dans la vraie vie, mais mettons que j'avais une variable qui était paiement, dans lequel c'était marqué 10 000 $. Mais je pourrais mettre un invariant qui dirait que paiement doit toujours être plus grand qu'une autre variable qui serait peut-être, mettons, somme du compte de banque. C'est ça. Puis si à un moment donné, ça c'est pas vrai, je respecte pas mon contrat. Donc, il faut toujours que le paiement soit, par exemple, plus petit que somme du compte de banque. C'est ça. L'invariant est vérifié quand que le constructeur est appelé et à la fin de chaque méthode. Soit ça dérange pas c'est quelle méthode. Ça peut être paiement, ça peut être vérification, ça peut être, je sais pas. Donc, grosso modo, là, ça ressemble un peu à, tu sais, on parle souvent de programmation par aspect où est-ce qu'on vient injecter ou en tout cas tisser à l'intérieur de nos méthodes du nouveau code. C'est un peu ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on tisse du code au début pour faire nos préconditions, on tisse du code à la fin pour faire notre post-condition, et comme tu dis, on tisse même du code après la fin pour exécuter la maintenance, comme on tissait le même code de maintenance lors du constructeur. Oui, c'est ça, parce que Microsoft, eux autres, ils utilisent Code Contracts pour effectuer la méthodologie Design by Contract. Puis quand on ajoute certaines lignes de code comme contracts.requires, qu'est-ce qui arrive à l'arrière-plan, c'est que on tisse du code. So, si on prend un decompiler comme .NET Reflector, puis on regarde le code, effectivement, il y a beaucoup de code qui a été injecté. So, si on met une précondition, ceci a été injecté. Mais si j'ajoute une invariance, on va voir qu'il y a du code qui a été injecté à la fin de chaque méthode pour faire appellation à cette méthode-là et dans le constructeur aussi. Oh, donc, à chaque appel, tu appelles ton Chaque invariant. appel. So, si disons que je suis dans la classe, on a délimité une méthode comme étant la méthode d'invariance. Si je rentre dans une autre méthode puis je vais effectuer un paiement à la fin de cette méthode-là, automatiquement, on appelle l'invariance. Si je décide de rentrer là une deuxième fois, ça va être appelé quand même. Toutes les méthodes. C'est comme ça qu'on s'assure que l'invariance est toujours vraie à n'importe quel moment de l'exécution de la méthode. C'est juste pour faire une espèce de maintenance. Un petit peu comme... Ça coûte du temps à CPU, ça, par contre, là, c'est ça, l'invariance. oui. Ah oui. C'est un petit peu l'analogie du contrat. Toi, tu dois me donner 10 000 $ pour, ici au Canada, on a beaucoup de neige. Donc, moi, je vais pelleter ta neige. Ça, c'est le résultat. So, toi, donne-moi 10 000 $, je vais pelleter la neige. Mais entre-temps, chaque fois que j'exécute quelque chose, comme faire le geste d'aller pelleter cette neige, je dois vérifier que j'ai été une fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, ça m'a coûté des coûts comme l'essence, la maintenance sur mes véhicules. On peut faire la vérification de cela. Les préconditions contrat, c'est probablement, mettons que je te donne l'adresse exacte de la maison où il faut aller pelleter la neige. Puis dans ce cas-là, ben l'adresse, c'est une précondition. Puis nos auditeurs, peut-être qu'il y en a peut-être qui sont familiers avec ce qu'on appelle en anglais on dit des guard conditions ou du code qu'on rajoute toujours au début d'une méthode pour vérifier est-ce que les paramètres qu'on m'a passés sont valides. Mettons qu'on avait un paramètre entier, puis qui était, mettons, un compteur. Mais on sait que le compteur doit être toujours positif. On va se mettre un if, le paramètre que j'ai reçu est plus petit que 0, sort avec une erreur parce que ça devrait jamais arriver. Donc, en utilisant des codes contract comme ça, on n'a plus besoin de mettre ce bout de code-là parce qu'on est sûr, à cause de la précondition, que ça n'arrivera jamais. Oui, c'est ça. Si jamais on brise la condition, ça va aller dans une espèce de string et on peut prendre cette string-là pour donner un message dans notre layer de base où ce qu'on a l'interface. So, disons qu'on est dans une page ASPX, ça c'est
notre interface. Après ça, je descends. Disons qu'on utilise CSLA, puis on a 7 différents niveaux à descendre. Ça inclut les façades et quoi que ce soit. Si on arrive à notre entité, dans notre entité, on a des règles. Les règles sont brisées, donc ça a été assemblé dans une string. Si on veut juste passer cette string-là à ASP.NET, comme ça, on peut démontrer les erreurs. Et qu'est-ce que j'aime pas quand on fait l'ancienne méthodologie if then else, et bien on met un throw, c'est que là, l'erreur est générée. Mais là, disons que j'ai brisé 6 règles. On va seulement avoir la première règle avec un throw. Ouais. Moi, j'aimerais ça briser tous les règles pour être capable de démontrer ça à l'utilisateur dans notre interface et dire, voici, tu n'as pas adhéré au contrat, tu as 6 places dont tu dois faire des modifications dans le form. Une fois après ça, tu peux faire un resubmit. Mais entre-temps, si tu utilises l'ancienne méthodologie if then else, ben là, tu vas faire surtout les if then else, c'est sûr que c'était à la compilation qu'on implantait la règle. Parce que là, toi, tu nous parles de une des facettes du design back on track, c'est qu'on peut mettre ces règles-là à l'exécution au runtime. C'est-à-dire qu'à l'exécution, les règles vont être vérifiées, pas juste à la compilation. C'est sûr qu'on peut les faire à la compilation aussi, j'imagine. Oui, c'est le compilateur, s'il détecte tout de suite qu'il y a quelque chose qui marche pas, il va tout de suite te dire, hey, ça marche pas. Mais c'est souvent à l'exécution que tu vas les découvrir. Il y a un outil qui, à l'arrière-plan, fait une vérification. On appelle ça un background checker. Après ça, lui, il va mettre comme une espèce de ligne bleue en dessous d'où tu as fait une erreur. Après ça veut dire c'est quel contrat que tu as brisé. Mais aussi au runtime. Si tu exécutes, tu peux faire un assertion ou non. Ou juste faire en sorte qu'il y ait une espèce de string qui est bâtie. Là, tu peux démontrer ça à l'utilisateur, c'est libre à toi. Mais il y a une chose que tu peux faire, c'est qu'une fois que tu es sur le runtime, tu peux omettre le code. Si tu veux pas faire le tissage parce que tu vas grossir ton DLL, tu peux décider de effectivement enlever cela. Soit tu as une petite boîte que tu cliques, t'enlèves cela, puis là, ton DLL va rapetir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent qu'il y a beaucoup, le terme anglais, c'est bloat. Ça devient trop gros. Parce que, comme tu dis, on peut à la compilation, on peut déjà mettre en force nos règles, puis là, des fois, juste le compilateur va découvrir des règles qui marchent pas. C'est ça. À l'exécution, on peut aussi les mettre en force, mais là, ça grossit forcément tes DLL parce qu'il y a tout ce niveau de tissage-là qui est mis. Et ça ralentit l'exécution. Donc, souvent, tu vas peut-être voir les mettre en force lorsque tu es sur tes plateformes, mettons, de test, pré-production. Mais quand tu arrives en production, là, tu vas voir comme... Puis là, tu n'as pas besoin de recompiler. C'est juste que par configuration, tu te dis, hey, je le veux plus. Puis lui, il est assez intelligent qu'il exécutera plus ce bout de code-là. Puis donc, tu n'auras pas le coût de performance. Oui, c'est ça, c'est exact. Si jamais on veut donner ce DLL-là à un troisième party ou à quelqu'un d'autre qui va travailler sur le code, puis on a enlevé le tissage, c'est possible de émettre un XML. Puis on peut rendre ça à la personne. Après ça, il va être capable de voir toutes les règles qu'on avait mis en place. Sans que ça soit intégré dans le DLL. Ça va être effectivement mis dans un XML. Donc, dans l'outil Code Contract, on fait une espèce de association avec l'XML et le DLL, là, on va voir les règles. OK. Mais pour faire tout ça, parce que là, tu as introduit plusieurs concepts, c'est-à-dire du tissage au runtime ou dans Visual Studio, par exemple, avoir l'intelligence qui nous guide. Est-ce que ça prend autre chose que Visual Studio? Est-ce qu'il faut installer des frameworks, des choses comme ça, par-dessus Visual Studio? Ben, si tu utilises Visual Studio 2010, Code Contract fait partie du BCL, sur le Base Class Library. Donc, c'était intégré dans MS Core Lib. Donc, tu n'as rien à ajouter. Si je commence, puis je commence à travailler, puis je vais ajouter une précondition, je vais taper contracts, tout est là pour toi. Là, tu peux commencer à utiliser Code Contract. Donc, toutes ces classes-là sont dans le namespace contracts. Ça fait partie du framework. Ça fait partie, du Base Class Library, c'est ça. Donc, à partir de Net 4.0. En 3.5, tu dois ajouter Microsoft.contracts, qui est un DLL, puis il y a une installation à faire pour avoir un petit panneau qui apparaît. Quand tu cliques à la droite sur les propriétés, il y a un panneau qui dit Code Contracts, il y a une installation à entreprendre. Mais si je me trompe pas, tu me corrigeras si je me trompe, Joël, comme tu dis, le framework a toutes ces classes-là, donc le code est fourni avec le Net 4.0. Ouais. Par contre, dans Visual Studio, je pense qu'il faut aller chercher parce que si tu vas avoir des panneaux puis certains écrans spécifiques, il va falloir aller chercher un outillage que tu installes. Je suis pas C'est pas sur Microsoft Research ou Ouais, auparavant Code Contract c'était sur Microsoft Research, son nom c'était Spec Sharp, mais il a gradué. Là c'est rendu donc maintenant officiellement
Oui, c'est un élément de première classe à cette heure. Dans Donc tu n'as pas besoin d'aller installer rien. Donc la question à Guy, c'est si tu as un Visual Studio, mais est-ce que, mettons, la version professionnelle là, ou faut que tu ailles une version plus élevée comme la Premium ou la Ultimate? Il y a une variation entre les deux. So, Code Contracts fait plusieurs choses. Il y en a un, c'est le runtime checking. So, il fait la vérification des règles et quoi que ce soit. Il y en a une autre vérification statique. Ça va vérifier si t'as des problèmes avec tes arrays, si t'as des problèmes avec des éléments qui Donc, peuvent tout être ce qu'on peut nuls. découvrir à la compilation, Ouais, finalement. c'est ça. Celui, le static checker est pas inclus si t'as pas la version Ultimate. C'est ça la variation. Donc, le runtime, c'est à partir de professionnel, on l'a à l'exécution, mais tout ce qui est à la compilation, ça te prend la version Ultimate. ouais, c'est ça. OK. Justement. Puis la compilation, c'est celle qu'on préfère parce qu'il y a vraiment aucun coût de performance à l'exécution. Tu fais juste rouler ça lorsque tu compiles. Oui, tu as raison. Parce qu'un des grands problèmes avec le Code Contracts, c'est un projet qui est quand même très vert. C'est que si tu regardes sur l'Internet, sur les forums, plusieurs personnes ont de très grands projets et doivent abandonner le Code Contracts, le Design by Contract. C'est trop lourd. Parce que c'est trop lourd. Ah oui? Oui, c'est un très grand problème. Mais si tu essaies de faire le Code Contract avec un projet avec plus que 25 librairies, ça devient un très grand problème, ça devient un enjeu qu'on doit abandonner. Suite à ma présentation aujourd'hui, j'ai eu 2 personnes qui m'ont approché et ont dit « J'adore utiliser le Code Contract. » Ce problème, c'est que, 1, ma compilation est trop lente et 2, on a dû abandonner parce que on n'est plus capable de continuer. Mais Wow. la compilation est trop lente. Mais mettons qu'il ferait juste intégrer un build de nuit, ou est-ce qu'il ferait cette compilation-là juste pour vérifier, par exemple, que tous leurs contrats. Là, je suis sûr que dans un build de nuit, ça sera pas trop lent. C'est sûr que pour en intégration continue, là, si tu peux peut-être trouver ça lourd, mais il pourrait quand même, avec la version Ultimate, intégrer ça dans un build de nuit. Et ça enlèverait tous les bouts de code où est-ce qu'on fait les fameux guard conditions. If tel paramètre est nul, if ci, if ça, t'aurais plus besoin d'en préoccuper parce que tu sais qu'au moins tes code contracts les supporteraient parce que c'est un des premiers bénéfices qu'on en tirerait. Ouais. Ben ça te prend l'Ultimate. Faut que tu sois prêt à payer pour acheter la version C'est ça. Justement, il y a pas longtemps, au travail, je voulais faire des builds plus vite. Donc, j'ai fait une petite recherche. Puis sur Twitter, il y avait quelqu'un qui avait décidé d'écrire quelque chose à propos des performances des builds. Lui, il avait suggéré que tu prennes un disque, mais le disque est bâti à partir de ta mémoire. Là, en dedans de ton web config, là, tu peux pointer à ce disque-là, la compilation se fait en mémoire au lieu de sur le disque. Ah ouais. Moi, j'ai coupé mon temps d'à peu près 40%. Il y a quelques mois, il y avait ça très proche. J'ai suggéré ça au type. On va voir si mais c'est quoi à peu près l'impact, par exemple, sur un projet de grandeur standard? Là, on peut parler du simple au double au niveau du temps de compilation? Si tu regardes au code qui est généré, donc quand on fait le tissage, si on fait une décomposition, c'est ça, on fait une décomposition, puis après ça, on regarde, on double pratiquement le montant de code. Selon moi, il y a à peu près, on double. C'est 1 pour 2 à peu près. C'est ça, 1 pour 2. Là, on agrandit nos librairies, nos DLL. Mais on s'entend, aujourd'hui, les compilateurs utilisent très peu le fait qu'on a des multiples processeurs. Mais dans quelques années, là, les outils vont être capables d'utiliser tes 64 processeurs que tu as sur ta machine. Parce que ça s'en vient, des machines avec 64 processeurs. Peut-être que tous ces enjeux-là vont disparaître. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça peut être un enjeu, la performance, mais on peut s'attendre que d'ici 5 ans, on n'en parlera peut-être même plus parce qu'on va avoir l'outillage qui utilise vraiment toute la capacité de nos machines. Malheureusement, souvent quand on compile, il utilise encore souvent, même si c'est un quad-core, il va utiliser juste un core parce que le compilateur est bâti comme ça. Là, les compagnies comme Microsoft travaillent fort pour améliorer justement ces capacités-là pour que ce soit justement quelque chose qui soit derrière nous, les enjeux de performance. Ou quelqu'un dira, ben dans ce temps-là, on aura d'autres enjeux de performance, mais on pourra utiliser, peut-être tirer bénéfice justement du design by contract. Oui, tu as entièrement raison. Mais selon moi, j'utilise le design by contract, non pas avec une série de méthodes ou avec une panoplie de clouds. Moi, j'aime ça les utiliser sur les abstractions. Donc, qu'est-ce que j'aime faire, c'est que lorsque j'entreprends des démarches pour créer un nouveau système, j'utilise d'habitude Spark Enterprise Architect. Là, je crée mes stubs. Je dis, on va utiliser ces interfaces ici, on va utiliser... Donc, tu définis tes contrats publics, par exemple, pour ta couche d'affaires. C'est ça, oui. Puis là, ces contrats publics-là, toi, tu dis, ça va devenir des interfaces. C'est des classes abstraites que je définis. C'est ça, j'aime ça définir mes classes abstraites et faire, je sais pas, une espèce de stratégie. Puis après ça, qu'est-ce que j'aime faire, c'est que je vais dans Visual Studio, je prends les codes contract pour injecter mes règles d'affaires dans ces abstractions. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est mettre les abstractions dans les interfaces, que les programmeurs vont dériver de ces interfaces, mais ils n'ont aucune façon de faire un shadow.
Donc, tes règles C'est d'affaires, automatiquement injecté. c'est un invariant que tu mets ou c'est une précondition ou On tu vas peut faire un mélange de... Moi, je fais un mélange. Je vais mettre des préconditions, je vais mettre les invariantes, les post-conditions aussi. Je mets un peu de tout, dépendant c'est quoi que l'analyste me donnait. Mais là, comment? Parce que souvent, moi, pour avoir regardé un peu cet outillage-là, c'est directement dans le code que tu viens taguer, tu dis, hey, je mets ça. Mais là, une interface, tu définis jamais de code, tu fais juste définir le contrat. Donc, comment tu réussis à mettre le code dans l'interface? C'est quoi le truc pour réussir à faire ça? OK. Juste, on veut prendre un pas de recul, on va regarder l'arrière-plan. Quand on décide d'utiliser Cold Contract avec une méthode, là, qu'est-ce qui arrive? C'est du tissage. So, là, on donne une précondition. So, là, il va y avoir du tissage. So, on regarde avec le décompilateur, on va voir qu'il y a du code qui a été injecté. Ça, c'est pas possible avec une interface, parce qu'on sait que le BCL, le Base Class Library, s'il voit une interface avec une espèce de définition, ça va planter. Ça ne va pas fonctionner. So, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, au lieu d'utiliser du tissage, je vais utiliser un intercepteur. So, lorsqu'on définit notre interface, on va marquer qu'un attribut, le nom d'une classe. So, là, on va dire, voici ma classe qui va détenir toutes mes règles d'affaires. So, là, on va créer cette classe-là. On va mettre les règles d'affaires. So, là, disons que je crée une autre classe. Donc, tu crées l'abstraction qui est ton interface et tu crées une classe concrète que tu vas sealer probablement en disant ça, c'est une classe que je crée qui est pas bidon, mais qui est pour définir mes règles d'affaires, donc pour définir mes préconditions, mes invariants, mes post-conditions. Donc, c'est une instance du contrat, une instance de l'interface qui va exister juste pour ce besoin-là, mais que tu n'utiliseras jamais, que tu instancieras jamais vraiment dans ton projet ailleurs. Oui, c'est exactement cela. Puis là, une fois qu'on a défini cela, on peut prendre cette interface-là et faire une implémentation. Puis là, voici la magie. Lorsqu'on va rouler la classe qui dérive, nos règles sont intégrées. Ça c'est très puissant. Là. Je peux aller dans Ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est hyper puissant. Ça veut dire que tu as défini une interface. Mettons, tu as dit, j'ai une interface, moi, ça s'appelle Sortable. C'est ça. Puis Sortable, tu aurais une méthode qui est Quicksort, mettons. Puis Quicksort, là, tu définirais des règles. Tu dis, ben moi, j'ai une règle que, par exemple, Quicksort, le paramètre qu'on peut rentrer, il faut toujours qu'il soit plus grand que 1000, mettons. Donc, ce serait une précondition. Ouais. On va essayer de rendre ça un peu plus concret. Pour notre pauvre auditeur là, qui dit de quoi il raconte, eux autres. Donc, j'ai une méthode Quicksort qui est dans une interface. Puis là, moi, je veux dire le paramètre que Quicksort s'attend d'avoir, qui est, mettons, qui serait valeur de début. Faut que ça soit plus grand que 1000. Donc, je sais que quand j'ai fini une interface, je peux juste dire, il y a une méthode Quicksort avec un paramètre X, qui est un entier. Là, je peux pas dire ça, là. Donc, ce que tu dis, c'est, à côté, tu vas créer une autre classe. Une classe concrète qui va implémenter cette interface-là. Et dans celle-là, tu vas dire, j'ai une précondition. Donc, c'est encore là, ça va être un custom attribute que tu vas mettre ou c'est un tag directement dedans? On va prendre... Ou c'est littéralement en mettant, vu que tu appelles des méthodes qui viennent du namespace contract, tu vas dire contract.précondition, c'est comme ça que ça s'appelle? On va mettre contract.requires pour la précondition. Okay. La post-condition, c'est contracts.ensure. Donc, contract.requires, puis là, tu vas dire, finalement, c'est quoi la règle? Ça va être, par exemple, faut que mon paramètre soit toujours plus grand que 1000. Donc là, tu vas écrire ça. Puis, le .NET Framework va être assez intelligent, va dire, là, c'est contract.requires, ça, c'est une précondition, c'est quelque chose qu'on devra tisser dans la classe. Après ça, dans mon vrai projet, moi, à un moment donné, je vais implémenter mon interface. Donc, j'ai quelque chose dans lequel je vais dire, ça, c'est sortable. Donc, mettons, je crée une nouvelle instance dans mon projet que je vais appeler AAA. Puis, je dis, ça, là, tu implémentes sortable. Toutes mes préconditions que j'ai définies avec le contrat, ils vont s'appliquer à ce AAA-là. Sans que j'aille zéro code à faire. C'est ça. Donc, tes règles d'affaires vont toutes se promener partout à tout le monde. Oui, c'est ça. Si tu implémentes des règles d'affaires, par exemple. Exactement, excepté, il va pas avoir de tissage au niveau de l'interface, ça va être un intercepteur. Parce que si on prend le décompilateur et on regarde notre interface, elle est intacte. Elle n'a pas changé. Mais si on regarde une méthode, la classe qu'on a utilisée, le tissage va être à partir de ce point-là. Mais vu qu'on peut pas faire une modification... Donc, quand on travaille avec des classes abstraites, il y a une autre stratégie, eux autres, pour réussir à injecter le code. Mais au bout du compte, on se rend compte que c'est à peu près la même affaire qui se passe, mais c'est juste avec des stratégies différentes. Mais ça, juste ce bénéfice-là, surtout quand on programme avec une vision ou une approche pilotée par les interfaces ou pilotée par les contrats, c'est extrêmement puissant. Puis toi, c'est le premier bénéfice qui t'a amené à vouloir regarder les code contracts originalement?
Oui, c'était là. Je voulais mettre Parce des, que- des règles d'affaires dans les abstractions. Si un de nos éditeurs fait un Google puis il tape Code Contract puis il voit sur Internet, comme tu disais, l'exemple le plus classique que les gens vont voir, c'est comment enlever nos fameux codes qui sont les if, tel paramètre est nul, sort avec une exception, puis tu veux plus avoir à coder ça, ben il dit, me crée une précondition, puis il te montre cet exemple classique-là, puis c'est celui qu'on voit là à pelleter sur Internet. Ouais. C'est vrai que c'est une souffrance que les gens ont, mais c'est une petite souffrance. C'est un peu comme dire, j'utilise la génération de code pour générer mes getters, mes setters. C'est tellement banal que c'est maintenant intégré aujourd'hui en Visual Studio. Tu génères les getters, setters sans avoir rien à faire. Mais je me souviens originellement, il y a 10 ans, les gens disaient, l'exemple classique pour la génération de code, c'est, je vais générer tes getters, tes setters. C'était pas une souffrance si grande que ça. La génération de code, ça peut être utilisé à d'autres choses. On peut le voir, mettons, si tu utilises Entity Framework aujourd'hui, la génération de code est vraiment utile là. Donc, Code Contract, ce que tu dis, c'est sur Internet, les exemples classiques qu'on a, c'est pour remplacer les guard conditions. Mais la vraie puissance, c'est quand tu commences à utiliser ça pour définir ta programmation par contrat, comme tu dis. C'est-à-dire, je définis, moi, mon interface visible de ma couche d'affaires, par exemple. Tu fais-tu la même chose avec ta couche d'accès aux données? Selon moi, la raison d'être de Code Contract, c'est exactement ça. C'est sa puissance avec les abstractions et non avec les préconditions, post-conditions et les exemples banals. Mais pour ma couche de base de données, moi, je suis habitué à travailler avec le CSLA. Ah oui, qui est un framework Ouais, qui est un framework des deux. So, qu'est-ce qui arrive, c'est que toutes les règles d'affaires sont dans l'entité. So, disons qu'on a une entité, on va avoir aussi un autre classe qui est une liste d'entités, mais ça, c'est une autre discussion. Mais dans notre entité, on va mettre toutes les règles là. So, quand on va chercher de l'information, on fait un update, un fetch ou un delete, quoi que ce soit, on doit passer à travers une série de règles. Les règles sont là. J'utilise le Code Contract pour augmenter des règles. So, si j'ai besoin de faire une abstraction, je vais mettre certaines règles là. Mais si on veut, on peut laisser les règles dans le CSLA, dans l'entité. So, là, on va avoir des règles à deux places. So, ça dépend comment tu veux dire Code Contract. Il y a certaines personnes qui vont juste faire certaines préconditions et post-conditions pour faire sûr que les valeurs sont vraiment des int, pour pas avoir des non-null. Tu peux l'utiliser comme cela. Tu peux l'enlever à runtime. Mais selon moi, tu devrais, disons que tu utilises un framework comme CSLA, garde tes règles intactes. On va pas te substituer cela avec Code Contract. Mais c'est un bon point que tu amènes. C'est-à-dire que si on a de nos auditeurs qui ont un framework en entreprise que tu utilises, ou s'ils utilisent un framework commercial entre guillemets, comme celui de Rocky Lockta, donc CSLA pour pas le nommer, les Code Contracts, vu que c'est vraiment intégré au bon niveau dans le .NET Framework, c'est une base class, ça viendra pas briser ton framework. Là. Ton framework va continuer à fonctionner. Puis comme tu dis, tu peux même en tirer parti pour étendre ton framework avec les capacités que ça t'offre de pouvoir justement faire du design by contract. On sait qu'il y a beaucoup de frameworks comme CSLA le faisait, où est-ce qu'on a défini des façons de faire nos règles. Entre autres, là, pour tout ce qui est le data portal dans CSLA, on peut définir nos règles. Donc peut-être que tu vas décider que tu continues à utiliser ton framework tel quel, puis là, tu tireras pas parti du design by contract, des codes contract. Mais c'est extrêmement puissant. Donc, c'est important là, parce que tu viens pas casser tout ce que tu as bâti. Par exemple, c'est un projet qui est en route depuis plusieurs mois. Tu as déjà mis beaucoup d'efforts. C'est possible d'introduire ces technologies-là, Code by Contract, sans casser tout ce que tu as fait au préalable. Là. Oui, Donc, tu peux bonifier un projet existant. Tandis que, tu vois, il y a certaines technologies ou certaines techniques qui font en sorte que, si tu commences pas day one, t'es fini. T'es fini, là. Le refactoring est tellement important que défie de purpose, là. J'ai un bon exemple pour toi, c'est que le Code Contract a pris cela en considération. Disons que tu as déjà un projet en existence, puis tu as une méthode. Dans la méthode, il y a un if then else, puis là, ça fait une espèce de true. Puis là, tu en as une série de 4 comme cela. Ça ne tente pas de toutes les réécrire à travers de ton projet. Dans cette méthode-là, tu peux écrire juste en bas de tous tes if then else. Tu peux écrire contract.endContractBlock. Puis ça va traiter cela comme des conditions de Code Contract. Quand il va faire le tissage, ça va les tisser de la même façon. Ça n'a pas besoin de tout réécrire. Si tu utilises cette espèce de stub-là. Donc, c'est reconnaître qu'on a des guard conditions partout, puis qu'au lieu de tout réécrire, tu vas juste utiliser ce nouveau, cette méthode-là. C'est contract.quoi? endContractBlock. endContractBlock, puis là, ça dit, ça c'est un bloc de contrat finalement. Donc, au lieu d'utiliser spécifiquement la nomenclature contract.require, puis là, de l'écrire, tu peux dire, regarde, j'ai écrit en C# en haut ou en VB en haut, pas que ce bloc-là, puis faisant finalement un bloc de préconditions.
Oui, c'est exactement ça. Avec plus d'éloquence. Ben, moi, souvent, le but, c'est de le redire parce que ça donne la Oui, chance oui. aux auditeurs de dire, ça peut sembler banal faire ça, Ouais. mais tu sais, de dire, ce que tu veux vraiment dire, c'est ça, c'est que ça permet, il y a une raison pourquoi je fais ça. Fait quoi, 7 ans, là, qu'on fait le podcast, Ouais. on a comme Ben, c'est développé bien, hein. quelques petits trucs avec les années à se dire, bon, puis en même temps, nous-mêmes, on écoute des podcasts, puis moi, j'aime ça quand les gens, quand on redit les choses, ça nous permet de vraiment dire, ah oui, ok, j'ai bien compris. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Je fais un peu de aspect-oriented programming avec PowerSharp. Puis, ce que j'entends, j'ai pas utilisé Code Contract. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines similitudes entre Code Contracts puis AOP. Oui, c'est ça. Oui, Jusqu'où il y a ça se ressemble, puis à quel moment il y a vraiment une différence entre les deux? OK, ben avant que Code Contracts soit un élément de première classe en Visual Studio, il y avait 2 projets qui existaient pour faire le Code Contract. So, avant Spec Sharp qui est devenu Code Contract, moi j'avais été sur Internet puis j'étais intéressé par Design by Contract en .NET. J'ai vu qu'il y avait pas de librairie intégrée dans Visual Studio. Okay. So, j'ai commencé à faire une petite recherche. Puis j'ai vu qu'il y avait un projet qui s'appelle contract.driven.net. Ça, c'est une espèce de librairie que tu intégrais. Puis l'autre suggestion qu'il y avait sur Internet, c'était justement d'utiliser PostSharp. Puis il y a quelqu'un qui a écrit quelques petits aspects que tu fais intégrer. Mais là, qu'on a Code Contracts qui fait, qui a un engin qui fait l'aspect oriented programming pour toi, qui va faire le tissage. J'ai dit ça durant ma présentation. Va falloir faire vraiment attention quand on utilise le tissage intégré de Microsoft dans Code Contracts. Après ça, on va pour mettre PostSharp. So, moi, j'aime utiliser PostSharp. Est-ce que les deux vont bien fonctionner C'est ça, ensemble? j'ai pas essayé encore parce que moi j'aime ça utiliser PostSharp pour le caching, l'instrumentation, le logging, des fois le tracing, tous ces éléments-là. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, tu vas avoir 2 tissages. Lequel qui va démarrer, lequel qui va partir en premier, c'est lequel, je sais pas. Puis la deuxième question, c'est est-ce que le tissage de PostSharp va venir briser les Code Contracts? Ben, on ne sait pas. Fait que là, Je fais un OK, essai. ce que Donc tu là, mentionnes, c'est une question. c'est l'utilisation des 2 technologies Ensemble. Ensemble. So, tu utilises les 2 ensemble. Il y a tu vas peut-être avoir 2 un, tissages. il faut faire attention, mais conceptuellement, est-ce que ça se ressemble vraiment à AOP puis Code Contracts ou Oui, c'est exactement la même chose. Parce que Code Contracts utilise un engin de AOP pour faire le tissage. Sans le tissage, Code Contracts n'existe pas. OK. So, Mais là, ça m'amène la question, je pourrais-tu décider d'utiliser le Code Contract pour injecter, par exemple, mon caching, injecter mes tu sais, tu dis des règles d'affaires ou mes règles de validation, ça, je prendrais-tu y aurait-tu une limite à un moment donné à faire ça? je Outre pense le que fait tu que peux- c'est slow aujourd'hui, donc je pense que c'est possible. J'ai vu une place où tu peux injecter des classes spéciales dans tes Code Contracts. Ça va venir substituer ou augmenter ton engin. C'est possible de le faire comme ça. Là, moi, je le ferais pas. J'aimerais mieux utiliser PostSharp. Tu sais, les gens ils ont plus d'habitude à travailler avec PostSharp. Les aspects ont déjà été créés sur Internet. Si tu fais une recherche, tu vas en trouver Ouais. une panoplie. Tu peux les prendre, les ça, c'est injecter. toujours l'idée de dire utilise le bon outil pour ce qui est fait. PostSharp, ça Ouais. sert justement à pouvoir justement gérer tous tes enjeux d'architecture qui sont tissés. Puis le but justement des Code Contracts, c'est vraiment pour mettre en force les contrats. Donc, ce que tu disais, si tu fais de la programmation par contrat avec des classes abstraites, ben là, ça a beaucoup de sens d'utiliser ça. De toute façon, tu seras pas capable de faire ça avec PostSharp, parce que PostSharp, il permet pas de faire du tissage sur des classes abstraites, là, ce qu'on peut faire avec Code Avec Contract. Code. C'est intéressant parce que c'est 2 outils qui se ressemblent ou 2 technologies qui se ressemblent, mais qui ont des buts un peu différents. Ouais. Donc, il faut prendre un peu de recul avant de commencer à dire, OK, on utilise soit AOP avec PostSharp ou Code Contracts. Il faut prendre un petit peu de recul puis voir c'est quoi vraiment qu'on a besoin, c'est quoi le besoin, c'est quoi le problème qu'on essaie de régler. Ça me fait penser un peu, tu sais, il y avait tout un débat à un moment donné quand Microsoft ont fait MEF, le Managed Extensibility Framework, qui permet justement de pouvoir faire gérer l'extensibilité dans le but premier initialement, c'était pour gérer l'extensibilité dans Visual Studio, mais il en a fait un citoyen de première classe dans le framework. Donc Managed Extensibility Framework, ça permet justement de faire de l'injection dynamique. Puis là, il y a du monde qui se sont dit, hey, je pourrais-tu utiliser ça pour faire de l'injection de dépendance? Puis donc, peut utiliser de framework d'injection de dépendance. Puis le fin mot de l'histoire, c'est comme,
chacun a leurs besoins. Finalement, MEF, c'est vraiment plus quand tu veux gérer des plugins. Donc, tu as une architecture à plugins. Puis l'autre, c'est pour quand tu veux faire de l'injection de dépendance. Puis ici, on est face à deux choses qui se ressemblent un peu, qui s'entrecoupent, mais qui sont différentes. Puis on devrait respecter ça parce que l'évolution future va toujours... En tout cas, Microsoft va chercher à évoluer les code contracts pour permettre justement de mettre en force d'encore mieux, de façon plus simple, une programmation par contrat. Puis, grosso modo, il faut croire que PowerShop aussi va évoluer pour faire de façon encore plus simple tout ce qui est aspect oriented programming. J'imagine. Écoute, je pense que ça fait le tour. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que toi tu voulais couvrir par rapport au... Je sais que là, tu regardes ton slide deck. En plus, tu viens de finir sa présentation à DevTeach où est-ce que tu faisais cette session-là. Donc, c'est tout frais en mémoire. En fait, c'est une bonne question. C'est un bon point que tu amènes. Quel genre de questions que tu as eues suite à ta présentation? Les questions étaient reliées à la performance. OK. Parce qu'il y avait un type dans la salle, puis lui a décidé d'ouvrir la boîte de Pandore. Lui, il a dit, j'ai un projet, et puis j'ai beaucoup de problèmes avec la performance. Donc, ce que tu mentionnais plus tôt. Oui, c'est ça, les gens ont décidé d'interroger. Une des questions que j'ai eues longtemps passées, c'était lorsqu'on parle de l'invariance, ça c'est la maintenance. C'était est-ce que c'est exécuté au début de la méthode ou à la fin de la méthode? Ça, je le savais pas. J'ai dû décompiler et regarder. Puis là, c'est fait à la fin de la méthode. Il faut prendre ça en considération quand on bâtit la méthode. Ça, c'était une autre question. Mais à part de Parce ça... que les invariances, tu sais, on a beau dire ça, c'est possible, je vais définir une règle qui doit être vraie tout le temps. Reste que le code, lui, il veut exécuter, puis quand il exécute un petit bout de code, il peut pas être en train d'exécuter qui valide l'invariance. Donc, il faut que ça se fasse à un certain moment donné. Donc, il y a des points dans le temps. Puis comme tu dis, ça va être toujours à la fin de l'exécution ou d'un appel d'une méthode que là, on va appeler le code de maintenance ou le code d'invariance. Ouais. Il y a une autre chose aussi, il y a un type qui a demandé, moi j'ai pas SP1, donc j'ai Visual Studio, j'ai l'Ultimate, j'ai l'SP1, toi tu es en train de faire une présentation, puis qu'est-ce que j'ai, moi, dans mon panneau Code Contract, n'est pas réciproque avec ce que tu as sur l'écran. So, j'ai dit, ça je sais c'est quoi, parce que lors de ma présentation à DevTeach, je suis arrivé, j'avais installé SP1, puis j'avais pas fait une autre présentation depuis. Puis le panneau a changé. Spécialement, il y a une petite section pour les warnings. Sur la sœur, il y a une section qui dit low, high. Là, tu peux déterminer la sévérité des warnings. Si tu ne le mets pas à high, aucun des exemples de Microsoft fonctionne sur l'Internet. So, gare à vous. Moi, je suis arrivé la soirée avant. Je présentais, j'ai décidé d'essayer d'utiliser mes exemples, rien ne fonctionnait. So, là, finalement, j'ai vu ça, cette affaire-là. J'ai dit, OK, je vais le glisser à high. Puis là, ça commençait à fonctionner, puis j'étais correct. So, si tu installes SP1, tu vas voir que le panneau va changer. Ça, c'est un des éléments. Ça, c'est quelque chose de connu. Hein? Dans une équipe, si on est en train, par exemple, dans un milieu d'un sprint ou un milieu de release, c'est important de livrer. On fait pas de mise à jour de notre Visual Studio. Tu sais, on va faire ça. On va faire ça à un temps bien précis qui va être après qu'on a fini de livrer. C'est pour ça que souvent les gens parlent, tu sais, en anglais on dit continuous delivery, c'est-à-dire déploiement continuel. Puis là, il donne toujours les exemples des compagnies que les autres déploient 4 fois par jour. Je dis oui, mais je dis moi, par exemple, dans mon outillage, je vais voir juste que tu déploies quand je vais décider, pas n'importe quand, parce que tu peux me mettre dans le trouble pas à peu près. Ça, c'est un exemple que tu donnes qui est vrai. Nous, les développeurs, on le vit toujours sur la marge. Hein. On installe toujours les dernières affaires et on vit avec. Ben, surtout, quand tu as un rôle de lead ou d'architecte, mais c'est toi qui dois l'idée et puis tester les nouvelles choses. En parlant de tester puis des nouvelles choses, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par ce qu'on vient de parler, par où commencer? Est-ce qu'il y a des blogs? Est-ce qu'il y a des sites qui sont intéressants là, pour l'apprentissage? Oui, certainement. Selon moi, on devrait commencer avec une vidéo sur YouTube. C'est une dame, Barbara Liskov, qui a fait cette vidéo-là. Ça s'appelle The Power of Abstraction. So, elle va parler de ça. C'est elle qui a inventé le terme, Liskov Substitution Principle. En français, ce serait le pouvoir de l'abstraction. Je commencerai avec cela. C'est réciproque au Code Contract. Donc, cette espèce de méthodologie où on peut substituer la classe de base avec la classe qui est dérivée. En réalité, c'est le fondement même de pourquoi l'orienté objet est si puissant par rapport à la programmation procédurale. Oui, c'est ça. C'est qu'on va pouvoir remplacer les abstractions par d'autres choses. Ouais, alors ça, je me dirigerais sur le site web de Eiffel, c'est comme la tour d'Eiffel, c'est EIFFEL. J'aimerais voir, c'est le type qui travaille là, c'est Bertrand Meyer. Ça, c'est lui qui a
on lui dote le terme design by contract, et ce depuis les années 70. C'est aussi le monsieur qui est responsable pour le open close principle. Ça, c'est une autre affaire dans Solid. Puis si tu vois ce site web-là, tu vas voir qu'eux autres, ils ont leur propre façon de faire le design by contract qui est intégré dans une langue qui s'appelle IFO. Ça, j'allais là. Je commencerai avec la vidéo, j'allais voir IFO, après ça, j'allais voir sur l'équipe pour certains de nos auditeurs, c'est FL. Parce que le monsieur Bertrand Meyer, c'est un francophone, puis à l'origine, je pense, le langage, c'est FL. FL, okay. c'est ça en anglais, on dit IFO. Et effectivement, tu as raison. C'est un des premiers langages qui supportait très, très bien le design by contract. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Écoute, j'ai lu son livre à Bertrand Meyer en 1988, 87, dans ces années-là. C'est au siècle dernier, ça. C'est ça. Mais c'est le livre qui m'a permis de comprendre Orienté Objet parce que c'est là que ça allait vraiment allumé. J'ai fait comme, wow, faut vraiment que, tu sais, c'était clair pour moi que je pourrais plus programmer de la même façon. Il y a des choses, c'est pour ça que je me souviens de ce livre-là, il y a des éléments comme ça dans une vie qui sont marquants, et c'était une lecture importante pour moi. Ouais, selon moi, c'est un des grands, c'est le meilleur, je le mets aux côtés de Booch, puis Tom DeMarco, puis Martin. Oh, ouais, c'est un des grands penseurs de notre industrie. Puis pour continuer, au niveau d'apprentissage, plus concrètement, là, avec ce que Visual Studio ou Microsoft nous offre. Oui, là, j'adresse sur l'équipe là, qui est le Base Class Library Team. Eux autres, ils ont un blog. Ça, c'est blogs.msdn.com. On va mettre le lien sur notre page. OK. Ça, c'est BCL Team. C'est eux autres qui prennent soin de cet outillage-là. Okay. Ça, eux autres, ils ont un grand blog, mais ils mettent plein d'exemples. Mais si tu vas sur Internet, il y a beaucoup de banalités. Ça, si tu vas aller un peu partout, tu vas voir que les gens ont fait des blogs, puis ils parlent des préconditions, les invariances, mais il n'y a pas beaucoup d'affaires sur les abstractions. Tu parles que c'est le BCL Team. Une des raisons pourquoi eux autres ont été intéressés à intégrer ça, c'est que toutes les base classes maintenant ont eux-mêmes aussi tout un jeu de préconditions, invariants, post-conditions. C'est-à-dire que Microsoft l'utilise l'interne sur leur base class. C'est-à-dire que, mais, si tu reviens, mettons, la fameuse classe string, elle a elle-même tout son jeu de préconditions, ce qui a solidifié beaucoup aussi le framework, parce que Microsoft a permis de découvrir beaucoup de choses en ayant ça. OK, est-ce qu'il y a d'autres sites que tu ou peut-être je sais pas moi un blog, quelque chose que tu sais qu'il y a ce blog là, c'est sûr, mais quelque chose qui t'allume ces jours-ci ou Il y avait un projet sur .NET 3.5 sur DevLab, ça c'est Microsoft. Moi je prends ces exemples-là, j'ai converti en .NET 4.0. Tout est là. Comment faire les abstractions, comment travailler avec chacun des éléments, c'est intégré dans un. Finalement, c'est l'ancêtre du code contract, ça. Oui, c'est ça. Mais les concepts sont là, puis t'as du tout est là. code. Ils appellent ça des samples. Moi, je me précipiterais sur le DevLabs, j'allais retrouver ça là. On va mettre le lien sur le site. Écoute, Joël, on te remercie. Super intéressant comme c'est mon plaisir. Félicitations d'oser discuter d'un sujet un peu ardu à faire en podcast parce que c'est assez abstrait. Pas de code, c'est pas facile. Non, c'est pas très facile. Mais c'est le but. On espère qu'on essaie de vulgariser tous ces concepts-là ou ces idées-là qui sont souvent un peu difficiles. Nous, Guy, on fait la pause puis on revient avec les actualités. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Les actualités avec Monsieur Guy Barrette. Hey, j'ai pas grand-chose, Mario. J'ai fouillé un petit peu. C'est tranquille, puis, hein, c'est ces un petit peu tranquille. Au début novembre, là, il y a pas de grande conférence. Les Américains se préparent tous pour le Thanksgiving. Donc, oui, la merci Donna. Thanksgiving. Mais j'ai vu moi, quand même qu'il y avait eu Skype, c'est finalement c'est confirmé là, l'achat par Microsoft. Oui, effectivement. Là. Mais puis bon, je sais qu'il y a LM Summit qui s'en vient, il y a quelques conférences qui se préparent, mais t'as raison, hein, il n'y a pas de nouvelles. C'est sûr que. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des téléphones Windows Phone 7. Il y a eu des annonces de la part de Nokia, des nouveaux téléphones. En Europe, ça a l'air à bien fonctionner.
Donc, on voit un peu les bénéfices de l'entente Microsoft-Nokia qui font des petits là présentement. Ça commence à devenir plus réel. Ouais. Du côté de la communauté, Guy, qu'est-ce qui s'en vient comme prochaine présentation? Les prochaines présentations, lundi, le 14 novembre, on a un meeting alt.net et dont le sujet est à déterminer. Ça, c'est nos amis, nos amis alt. Les amis alt, souvent, sont très, très dernière minute, hein. Mais il y a quand même, je sais... Ils sont agiles. Non, Donc... mais c'est pas être agile être à la dernière minute. C'est pour ça que j'aime mieux dire qu'ils sont alt. Mais je sais que nous, on a une présentation en architecture début décembre. Oui, mais en fait, juste avant le 23, il y a un meeting.net sur on parlait de Windows Phone 7, les nouveautés de Windows Phone 7.5 Mango au niveau du développement. C'est Louis-Philippe Pinsonneau, qui est un expert en développement Windows Phone, qui va faire la présentation. Puis comme je disais... Effectivement, le meeting d'architecture, c'est lundi le 5 décembre. Qu'est-ce qu'il faut dire? Les auditeurs peut-être se demandent, regarde, on sait pas qu'est-ce que alt font. C'est parce que la communauté, c'est un regroupement de groupes qui sont tous ensemble. Oui. Puis ils ont quand même chacun tous leurs leaders, comme moi, je dirige le groupe d'architecture. Guy, toi, t'es plus au niveau du groupe .net. Oui. Puis, c'est ce qui fait qu'il y a... Le meeting d'architecture du 5 décembre, le sujet, c'est REST et OData. Avec Éric Renaud. Oui. Qui dirige justement le user group avec moi. Et puis on va avoir une superstar à Montréal. Oui, le 14 décembre. Oui, le 14 décembre, Judy Lerman, qui est la spécialiste mondiale d'Entity Framework, pas plus spécialiste que ça, là, c'est comme le numéro 1 mondial là-dessus. Puis elle vient de publier un bouquin, un co-bouquin, mais sur Code First avec Entity Framework. Puis le sujet, évidemment, ça va sur Code First. Dans un monde agile, c'est l'approche qu'on préconiserait beaucoup plus que partir de la base de données, qui est un modèle peut-être plus classique, mais on essaie de se tenir loin de ça. OK, donc ça va être intéressant, ça, le 14. Oui. Puis, d'ici là, nous, on souhaite bonne programmation à nos auditeurs. Puis on se revoit quelque part début décembre. Oui, notre invité, ça va être Susan Eibach. On va parler de certification Microsoft. Suzanne travaille pour Microsoft. Puis elle est en train de nous parler de certification. Ça fait 6 ans, 7 ans la dernière fois qu'on a fait une émission là-dessus. C'était toi, Guy, je pense, que j'avais eu comme invité pour parler de certification à l'époque. Donc, on va revisiter le sujet. Puis on va voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ben oui. Effectivement. Donc, d'ici là, à la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.